le podcast Logistique Québec, la logistique d'ici pour tous. Bon, ben bienvenue Sylvain, re-bienvenue pour un nouveau segment avec nous. Dans ce segment-là, on a vraiment besoin de toi. Nous, on fait comme si on connaissait ça, de l'intelligence artificielle. En gros, on ne connaît pas ça. Es-tu capable de nous synthétiser une introduction? C'est quoi l'intelligence artificielle? Billy m'en parle tout le temps. Je pense que c'est un sujet de conversation qu'on a à chaque 2 jours sur l'intelligence artificielle depuis quand même un bon moment. Puis on veut avoir ta vision des choses. Puis juste pour te placer par rapport à notre connaissance, là, l'intelligence artificielle pour nous, là, ben pour moi, c'est un gros œil qui vient balayer l'Internet puis qui ramasse de l'information. Aucune idée comment ça peut être structuré. Puis à partir de là, il dégage des réponses. Là, ça, c'est là, je t'ai approfondi mon niveau de connaissance. C'est vraiment intéressant. Oui, OK, let's go. Intervenez, coupez-moi la parole. Okay. C'est un sujet qui représente une très, très grande partie de ce qui se passe là-dedans puis de ce qui se passe dans mon temps. Okay. J'adore ça. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un mot fourre-tout à la mode en ce moment. Mm-hmm. OK. Je crois que si on faisait un sondage, là, la première fois qu'on a entendu parler de ça, c'est probablement dans les jeux vidéo. On parlait de l'intelligence artificielle du jeu vidéo. Okay? Donc, c'est à quel point il y a quelque chose de vivant, d'aléatoire, qui fait qu'on joue à quelque chose qui n'est pas tout le temps la même chose. Okay? Ouais. Donc, mais en ce moment, c'est un mot fourre-tout. Toi, tu viens de parler probablement de ChatGPT, okay, l'intelligence générative. Donc, c'est surtout, on appelle ça les langages génératifs. Je le traduis peut-être pas tout le temps en français, là, mais les langages générés, j'imagine. Effectivement, okay, je vais essayer de répondre là, de 2-3 façons. Parce que c'est comme ça que j'adore répondre. Il y en a une qui va être un peu à la Sylvain, il y en a une qui va être anecdotique, puis il y en a une qui va être très plate comme réponse. Vous allez voir. Okay. Je me lance, OK? Donc, je vais vous parler d'une des branches de l'intelligence artificielle en vous proposant ici là, un paquet de cartes. OK? J'aimerais que tu brasses, tu mélanges là, comme le paquet de cartes, s'il te plaît. Donc, une des vieilles branches de l'intelligence artificielle, puis ça me ramène à la réponse anecdotique. Hier, en réunion avec la direction, on parlait il va y avoir 20 d'augmentation d'effectifs étudiants collégiales d'ici 2032. Pénurie de locaux probablement. Oui. Et là, l'idée de confection des horaires pose problème. Okay? Oui. Et les gens se sont tournés vers moi. Mais Sylvain, avec l'intelligence artificielle, blablabla, bon. Toi puis moi, on le sait. Oui. C'est un problème de confection d'horaires qui relève de ce qu'on appelle la recherche opérationnelle. Donc ça date des années pratiquement de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est une science à laquelle moi j'appartiens. C'est la science de mon métier, c'est la recherche opérationnelle. C'est l'optimisation, c'est la modélisation. Et dans ce monde-là, il y a des problèmes. Pourquoi je t'ai fait brasser les cartes? La question est la suivante. Peut-être que vous la connaissez, la réponse, mais la séquence que tu viens de produire là, okay, de toute l'histoire des jeux, des jeux de cartes, des gens qui jouent chez eux, des casinos légaux, des casinos illégaux, combien de fois tu penses, Billy, que cette séquence-là, dans cet ordre précis-là, elle a été produite? Une fois multiplié par chacune des cartes, fois 53, 52, juste des millions. Ben, 52... Okay, il y a 52 à la n, là, oui. Factoriel. Factoriel, okay, oui. C'est plus gros qu'exponentiel. Oui. Puis ce que les mathématiciens disent, c'est que probablement que tu viens de décrire l'histoire. Okay. Probablement que cette séquence-là, là, elle n'a jamais été produite. Parce qu'il y a tellement de séquences possibles qu'on peut produire qu'il faudrait mélanger les cartes. Là. Écoute, c'est 10 à la 67. C'est un nombre gigantesque. Il y aurait 10 à la 22 grains de sable dans l'univers. Pas dans l'univers, sur la planète Terre. Donc, c'est grains de sable sur la planète Terre au cube. Okay? Okay. Donc, il existe des problèmes, comme le problème de confection d'horaire. Je vais reprendre mes cartes. Donc, créer une séquence de cours, de groupes dans un horaire, c'est un problème combinatoire complexe qui nous fascine. Créer une tournée de véhicules dans cet ordre-ci, on a 52 points à visiter, okay, c'est un problème qui est
qu'on appelle combinatoires. Il y a des mots plus scientifiques que ça, qui font qu'on ne peut pas tester toutes les solutions possibles. Les ordinateurs ne sont pas assez puissants. Ça prend des méthodes expertes. Okay. Donc, croire qu'une intelligence artificielle générique pourrait performer dans ces domaines, dans ces problèmes-là, comme je vous parlais récemment là, de Technion. Donc, une usine doit ordonnancer à chaque semaine ou à chaque jour les commandes à fabriquer. Ça aussi, c'est du... Okay? Donc, croire qu'il existe une boîte noire générique qui va s'attaquer à ces problèmes spécialisés-là, on est très loin de ça, probablement. Donc, donc, il y a une des branches qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est la recherche opérationnelle. Ouais. J'enchaîne avec les autres branches, OK? Il y a, quand moi j'étais étudiant au bac, on parlait de data mining. Donc, l'idée de quantitativement analyser, exploiter du big data pour extraire des données. Okay? Aujourd'hui, ça, effectivement, ça appartient à l'intelligence artificielle encore. Pour ne pas le nommer, là, les web services d'Amazon font un travail extraordinaire pour trouver des corrélations. C'est fou. Ouais. Tu leur pitches des données, puis ce que nous, on a appris pour faire de la prévision, le lissage exponentiel assez complexe, il existe des outils génériques pour faire ça. Okay? Bien, en fait, c'est super intéressant parce que moi, dans le cadre des cours que j'enseigne, on explique à faire des prévisions avec, mettons, des moyennes mobiles pondérées, lissage exponentiel, puis tout ça. Puis cette semaine, je parlais justement avec les étudiants de dire que avec l'intelligence artificielle, on va être en mesure d'aller chercher plus de données, que ce soit, par exemple, la température à l'extérieur versus les tendances TikTok, puis de ramener ça avec les ventes aux détaillants, les ventes aux magasins, puis que le fournisseur est capable de baser ses prévisions là-dessus pour savoir comment prédire son stock, puis ordonnancer sa fabrication. On est un peu là-dedans quand on parle de data mining. Oui, on va appeler ça de data mining ou de big data ou d'analyse. OK. Puis oui, ça, il y a des progrès significatifs pour la logistique. Donc, la recherche opérationnelle, on a toujours été là pour aider les gens en logistique, en transport, à faire de l'optimisation. En ce moment, on bénéficie beaucoup le hype, là, la mode de l'IA. Les gens viennent nous voir pour en faire. C'est vrai. OK? Bon. Et ensuite, il y en a 2-3 autres. Parlons là, des langages générés de ChatGPT. Et il y a aussi les jeux vidéo. Donc, il y a des branches, là. Puis probablement que dans les prochaines années, on va recommencer à les... Probablement, peut-être je me trompe, ou ça va être encore plus boîte noire, puis il va y avoir des choses qui font tout. J'y crois pas beaucoup. Là. Je pense vraiment que mathématiquement, puis c'est comme ça que les gens que je connais qui travaillent en informatique d'intelligence artificielle fonctionnent. Ils repèrent le problème et ils disent « OK, ça, c'est de l'optimisation. » Ils le savent. On ne demandera pas à ChatGPT de faire des tournées de véhicules. Bon. Je vais essayer de livrer là, la marchandise en termes de l'auditoire, les gens de la logistique, les gens du transport, pour montrer des applications concrètes. Ça, c'est certain, c'est un peu la mission en ce moment. Mais il y a plusieurs anecdotes aussi à raconter à ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est hyper spectaculaire ce qu'on vit. OK? Donc, je vais essayer de saupoudrer ma réponse, là. Je vais vous donner 2-3 petites applications. Après, OK. En ce moment, ce qu'on voit. Donc, une branche que je voulais dire, c'est la reconnaissance d'images. Ça a été très spectaculaire il y a quelques années. Et il y a des utilités à ça. Okay? Je vais vous en donner 2. Je visitais le port de Montréal avec mes étudiants il y a quelques temps et ils sont dans un projet au terminal de Termont que la nouvelle grue est équipée de caméras. Donc, au lieu que ce soit quelqu'un qui repère le numéro du conteneur, qui coche, bien, la reconnaissance d'image va savoir reconnaître que ça, c'est un numéro de conteneur. Il est en train de se faire charger. Donc, on peut l'enregistrer dans la base de données comme un conteneur chargé. C'est des belles petites applications comme ça, mais c'est un emploi. C'est de la productivité. Avec mon collègue Mathieu, dont je vais probablement parler beaucoup aujourd'hui, notre premier client chez Route, ça ressemblait à ça, en ce sens qu'eux, ils reçoivent des PDF scannés de 100-150 livraisons à faire par jour. Ben oui. C'est un transporteur. On a dit, écoutez, avant de faire un mandat, est-ce que vous ne pourriez pas avoir un EDI avec... Le EDI était hors de question, parce que là, on aurait donc transféré des données bien formatées. Fait que nous, on a littéralement créé un prototype qui reconnaît dans le scan, donc c'est une image, ce n'est pas un PDF numérisé, okay? Il reconnaît, on l'a éduqué, on l'a entraîné à reconnaître les bonnes données pour que ça corresponde au bon client, en bonne quantité. Et ensuite, on a jumelé ça à mon expertise à moi, c'est les tournées de véhicules. Donc, on a mélangé ça avec mes algos. Ça a été un super projet d'équipe entre Mathieu et moi. Et
en quelques temps, c'est des secondes, à chaque jour, le prototype a montré qu'il peut recevoir puis créer les tournées. Ça, c'est une tâche qui prend 4 heures chez le client, à tous les jours. OK? Ça, c'est que quelques instants. C'est vraiment intéressant. Quand tu dis route, là, épelle-nous ça. Présente-nous un peu l'entreprise. Okay. Donc, moi, j'étais pigiste, j'étais professeur. Quand mes enfants ont atteint un certain âge, j'ai senti que j'avais peut-être... La blague, c'est qu'ils voulaient que je passe plus de temps ailleurs. Non, c'est pas vrai. Donc là, je voulais recommencer à contribuer à l'école, à des projets en entreprise. J'ai été pigiste en informatique auprès d'une entreprise qui devait faire l'algo des tournées d'un grand livreur d'ameublement au Québec. Donc, le prototype sur lequel j'ai travaillé, donc j'étais responsable de concevoir et de programmer l'algo. 1000 connaissements par jour. Pour n'importe quel transporteur, 1000 connaissements, c'est beaucoup. Là. À chaque jour, avec des contraintes de rendez-vous, des contraintes aussi de compatibilité. Tu n'envoies pas n'importe quel véhicule au centre-ville. Le livreur électronique ne livrera pas. Bon. Et là, moi, j'ai une révélation. J'ai dit, OK, j'ai adoré contribuer. Là. Mais moi, la vie va vite. Je veux démarrer je veux créer des produits. Je veux démarrer mon entreprise. Donc, RUUT, ça a été donc l'entreprise d'intelligence artificielle que j'ai fondée. Donc, mon ami d'enfance, Mathieu, c'était le gars avec qui je faisais mes maths 536. C'était littéralement... Et lui, il a un doctorat en optimisation des opérations. Il a travaillé beaucoup avec les gens de l'UDM en optimisation du transport aérien. Ça, on pourrait en parler tellement longtemps du monde aérien, là, à quel point c'est extraordinaire, l'informatique qu'ils ont. Petite parenthèse, là, je vais souvent enseigner en Europe, puis ça fait 4 ans que c'est jamais, jamais, jamais le billet qu'on m'a vendu. Je me fais toujours rediriger. Là. La pandémie a fait que les avions étaient bons. OK, donc ça, c'est bon. Donc, et Mathieu a été un des premiers au Québec à s'intéresser au langage généré. ChatGPT, au début, c'était un article scientifique qui a été publié. Mathieu s'est amusé à le programmer lui-même pour voir comment ça marche. Donc, c'est des transformers avec du pre-training. Et donc, c'est un spectacle. Puis ça, je voulais vous en parler. Des fois, moi, je vois Mathieu travailler avec... parce que ChatGPT, c'est un outil extraordinaire, là, mais il y a 2 versions. Il y a la version web, mais il y a l'app qu'on peut... OK? Et là, je ramène à ta première intervention où l'intelligence capture des données un peu partout dans l'espace. Donc, une des façons d'utiliser ChatGPT de façon beaucoup plus professionnelle, c'est de lui faire manger les données qu'on choisit. Okay? De préfiltrer, là. Hein? Ou de repartir from scratch, puis d'aller bon. Okay? Donc, moi, j'ai déjà vu Mathieu, là, souvent, les questions qu'il pose, ils font des pages de long. Puis, il met ça dans une boucle où ChatGPT se critique lui-même pour corriger sa réponse. Okay? C'est vraiment intéressant, où tu le compares à des réponses attendues, puis il est capable de s'améliorer. Ça, c'est très intéressant. Ça m'amène à un autre exemple, la lecture automatisée de courriel. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Bien, je l'ai vu dans 2 entreprises la dernière année. Et c'est un projet qu'on a fait aussi. Donc, les courtiers reçoivent beaucoup de courriels, par exemple. Quand tu dis on le fait là avec Route, là. Oui. OK. Donc, c'est un courtier qui reçoit des centaines de courriels par jour de transporteurs qui disent « J'ai un Calgary-Québec flatbed lundi prochain libre. OK, ça, c'est un humain qui doit faire ça tous les jours. Mais on a éduqué. Cette fois-ci, c'est vrai qu'on passait par ChatGPT. Donc, on a créé dans l'app un morceau qui exploite ChatGPT pour reconnaître approximativement, mais dans un degré de certitude très élevé, les courriels. Et là, on a pu montrer aux clients aussi comment, si ces transporteurs respectaient un certain format, on l'automatiserait comme incroyablement bien. Ah ouais, OK. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais je voudrais aussi ramener l'idée d'optimisation pure, qui est celle qui est d'optimisation des opérations qu'on connaît, toi et moi, là, classiquement, et qui a fait ses preuves depuis longtemps. Bien, peut-être pour simplifier un peu là, la recherche opérationnelle, on va essayer de initialement simplifier les problèmes, puis il va y avoir des problèmes généraux de base. Donc, par exemple, la tournée de véhicules, qui est le problème de base, c'est d'aller visiter plusieurs... c'est Traveling Salesman Problem, que la personne doit aller visiter plein de villes, il ne veut pas passer 2 fois par la même ville, puis il veut revenir au point de la fin. Mais là, après ça, on va rajouter des complexités. Donc, on a plusieurs véhicules qui ont des capacités. Après ça, on va rajouter, on ne peut pas aller entre telle heure, des poids, ça peut être... Et on va ajouter des contraintes et des contraintes.
Donc, ce problème de base-là peut être réutilisé dans plusieurs contextes, puis on a la même chose avec d'autres domaines. Donc, quand on parle d'entreposage, on ramène ça au problème du sac à dos, dans le sens qu'on a un sac à dos, puis on peut pas mettre plus que tant de quantité, puis... fait que c'est vraiment des problèmes de base qui sont réutilisés, puis par la suite, quand on simplifie trop, on se dit « Ah, mais c'est facile à les évaluer », mais avec l'exemple du jeu de cartes tout à l'heure, quand il y a énormément de combinaisons possibles, on n'est jamais capable de le résoudre, puis c'est là qu'il y a des méthodes de recherche opérationnelle qui viennent être mises en place. Donc, on va essayer d'avoir une solution initiale qui est intéressante, puis par la suite, on va faire des ajustements à cette solution initiale-là dans l'objectif d'avoir une bonne solution viable, qui n'est pas nécessairement l'optimale, parce que la seule façon d'avoir l'optimal, c'est d'aller lister toutes les options possibles puis de choisir la meilleure, mais dans la situation où est-ce qu'en logistique, on veut avoir la réponse instantanément, c'est pas possible d'aller établir tout ça. Dans plusieurs problèmes. Moi, j'ai une question à Billy. Oui. Est-ce qu'on est plus clair ou c'est pire? Ah non, c'est bien plus clair. Puis ça m'amène justement à une autre question que je réfléchissais à mesure que tu parlais, parce que c'est super intéressant. C'est, à un moment donné, là, je parle, ta compagnie Root, OK, je comprends la dynamique, les gens font affaire, ça reste dans l'information à quelque part est contrôlée. Mais quand on est dans l'intelligence artificielle plus ouvert un peu, jusqu'à quel point là, qu'un néophyte comme moi là, peut avoir peur là, d'un point de vue éthique, espionnage, j'envoie mes données à ChatGPT, là, je les envoie où, puis il se passe quoi avec, à un moment donné, si quelqu'un questionne en fonction des données que j'ai envoyées. Quand je suis dans ton entreprise, j'imagine que tu es capable de nous expliquer comment que l'intégrité est gérée, puis tout ça, mais de l'autre bord, c'est quoi le risque? C'est une très, 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 très bonne question, puis tu fais très bien de te méfier. OK. La sécurité informatique, c'est une attitude et des moyens constants. Donc, on a parlé de la version web de ChatGPT, puis de l'app. Donc, normalement, l'app, c'est un environnement fermé où tu contrôles à 100% normalement ce qu'il fait. Mais là, il faut que tu le rééduques. Si tu veux le contrôler à 100%, il faut pratiquement que tu le rééduques et tout. Donc oui, ton fournisseur d'intelligence artificielle devra faire la preuve que son circuit est fermé. C'est important. Ou anonymisé. C'est-à-dire que tes données, ils vont se retrouver complètement anonymisées Mais oui, il faut être méfiant, puis il faut demander une reddition de compte. Il existe, je ne les connais pas par cœur, je l'ai dans mon téléphone, mais des organismes qui certifient la sécurité informatique des fournisseurs de ce genre de services-là. Puis c'est vraiment important. OK? Puis oui, donc c'est pas, je pense que le point de vue éthique, c'est un questionnement toujours, mais la sécurité informatique. Vraiment. Puis c'est pour ça que, écoute, il y a deux choses où je pense que ça prend des experts. Donc, il ne faut pas croire que ces choses-là, c'est une belle boîte noire qui va tout faire comme par magie. Donc, ça prend à la fois des experts encore pour comprendre la nature des problèmes, comme tu viens de le dire, pour repérer la nature des problèmes et la nature des solutions à utiliser. Puis, ça va prendre des experts pour exploiter donc, ça se fait souvent en équipe. Et là, il ne faut pas sous-estimer aussi les investissements nécessaires. Oui, on peut fonctionner de façon, on appelle ça agile en informatique, des petits prototypes, des petits projets. Mais écoutez, assembler une équipe d'experts autour d'une table pour faire ces choses-là, écoute, j'en vois passer des contrats, vous le savez, là, la Scale AI, c'est une fondation fédérale qui subventionne l'intelligence artificielle en logistique. Puis, à bien des égards, c'est des projets d'1 million et plus. Donc, c'est des grosses choses. Mais c'est là aussi que moi, j'ai l'impression, avec Mathieu, on apporte quelque chose. Étant donné qu'on est nos propres employeurs, on est tous les deux, on a pratiquement 50 ans d'expérience dans le domaine, on est prêt à apporter, je pense qu'on vaut plus qu'une équipe de néophytes. Donc, on arrive rapidement, beaucoup plus rapidement à des résultats, tout en contrôlant nous-mêmes nos dépenses, puis le fait que c'est pas compliqué. Là. Si c'est des employés qui travaillent pour toi, quand tes employés font de l'overtime sur un contrat dont les coûts sont déjà dépassés, tu perds de l'argent. Nous, on est des entrepreneurs en démarrage. Il y a une marge de manœuvre là-dessus, là, humaine. Je t'envoie un peu n'importe où avec je vais n'importe où avec ma réponse, mais c'est ce qui me vient. Il faut prendre ça au sérieux. Et il faut aussi, là, je vais répondre à quelque chose de plus général. Ça prend une pyramide en informatisation. OK? Tu ne peux pas mettre de l'intelligence artificielle.
écoutez, je suis sûr qu'on pourrait contredire ce que je vais dire, mais quand il n'y a pas une base d'informatique solide, par exemple, chez un transporteur chez qui on fait de la consultation en ce moment, il faut adopter un TMS avant de penser faire de l'optimisation. Oui, c'est un bon exemple. Comme dans un entrepôt, ça prend au moins un WMS avant de penser. Puis, au final, le WMS va peut-être régler certains problèmes ou même le TMS parce qu'on se rapproche de la recherche opérationnelle, on met des règles de décision qui vont peut-être résoudre une partie des problèmes avant d'aller à une autre étape. Oui. Puis souvent, les gains en processus de gestion sont peut-être aussi ou plus payants que les gains qu'on va avoir en optimisation. Là. Puis surtout pour rendre les employés très heureux. Vous m'interrompez, mais là, le flow il est lancé. Là. Il y a vraiment quelque chose aussi là, d'important en termes de puissance de calcul. J'ai un collègue, là, Jean-Philippe Boucher, qui nous a fait une démonstration. Il posait une question un peu idiote à ChatGPT qui aurait pu être répondue par Google. Oui. Puis il disait à quel point il y a de l'énergie qui a été dépensée parce que. Et là, j'avais imaginé un speech d'1 minute où je vais vous parler du golfe de Charny, de NVIDIA, dans le même sujet. OK? Le golfe de Charny a été vendu à Microsoft parce que, écoutez, on s'adresse aux gens de notre région. Donc, pour 5 fois sa valeur. Pourquoi? Parce que les entreprises d'informatique ont besoin, on appelle ça des entrepôts de données ou des centres de données, ils ont besoin d'endroits où ils vont mettre des serveurs. Puis on ne parle pas de n'importe quel serveur, d'où NVIDIA. NVIDIA, il y a 3 semaines ou 2 semaines, ça fluctue, mais est devenu la 3e ou 4e plus grande capitalisation boursière au monde. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils font des cartes graphiques. Puis une des magies, je vous ai promis 1 minute, je pourrais en parler pendant des heures, on le sait, c'est qu'on fonctionne beaucoup en calcul en parallèle. Okay? ChatGPT, il émet des hypothèses de fils, de séquences de mots, et il en émet plusieurs qui finissent par être évaluées pour voir c'est laquelle la meilleure. Là-dedans, il y a de l'utilisation du hasard, des probabilités, mais ça prend énormément de calcul. Donc, ces cartes graphiques-là valent cher, consomment beaucoup d'électricité. Et où je veux en venir, parce que j'aime avoir un punch qui est significatif, c'est que faites attention aux boîtes noires, parce que souvent, cette puissance de calcul-là, utilisée de façon beaucoup trop générique, pourrait tellement être plus payante. Parce que depuis le début, quand je parle de recherche opérationnelle, c'est ici, OK? Je suis un peu kinesthésique. Là. Imaginez, il y a des problèmes que moi je fais. Là. Donnez-moi des cartes graphiques. Okay? Donnez-moi le 10e de la puissance de calcul d'un entrepôt de données, même pas le 100e. Et je vais arriver parce que je reconnais l'expertise nécessaire pour un problème spécial. Okay? Et ça, je suis capable de faire la démonstration avec mes étudiants. Parce que maintenant, par exemple, Slidegistics, il est sur le cloud. Et le cloud, il est modulable. Je peux payer 900 $ par mois pour avoir 8 CPU en temps réel ou 60 $ par mois pour en avoir juste une. Et là, je montre, regardez ce problème-là. À une CPU, j'atteins telle qualité de données. Je vais augmenter. Et là, on a 10 ou 15 % d'optimisation. C'est beaucoup. Oui, je me souviens d'avoir fait des simulations avec des solveurs, justement, qui ont un problème, puis tu le laisses rouler 120 secondes, puis tu vas avoir un résultat qui va être OK. Puis là, tu le laisses virer pendant 2 heures. Là, je vais dans l'extrême, là, puis tu vas avoir des meilleures solutions. Puis je m'amusais à faire le test aussi dans différents problèmes qu'on avait à résoudre pendant les études. Oui. Donc, l'idée, ça prend des experts pour reconnaître les bonnes choses, pour mettre les bons outils aux bons endroits. C'est super intéressant. Il va falloir clairement planifier un autre segment. On a tout passé le temps qu'on avait dans ce segment-là. Mais j'espère que c'est vraiment clair, ça nous a éclairé sur ça. Là. Honnêtement, je me fais tout le temps poser des questions là-dessus, que ce soit... Oui, on a parlé du niveau légal, il y a aussi le niveau ressources humaines là-dedans. Est-ce qu'on va perdre des emplois avec tout ça? Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à explorer avant qu'on arrive à ça. Je rajouterais, donnez-moi 30 secondes. Oui. J'ai l'impression, un des dangers de l'informatisation en ce moment, c'est la courte pointe informatique, où il y a beaucoup de logiciels qui ne se parlent pas bien dans le quotidien des gens. Oui. Donc, ça va ajouter beaucoup de satisfaction au travail. Les employés, souvent, le faire trop de copier-coller. Okay, donc, il y a de la cohérence à aller chercher. Et je crois que
les faire aimer leur emploi. Ouais. Parce qu'il y a des tâches répétitives parce qu'un des mots-clés dans tout ça, c'est la robotisation. Mhm. On est à l'époque de la robotisation intellectuelle. On se crée des robots. Ouais. Puis j'ai pas eu le temps de la donner, ma réponse plate, mais je la donnerai pas. C'est que j'avais posé la question à ChatGPT, moi. Ah, c'est OK. bon ça, mais on veut l'apprendre. Ben, écoutez, parce que c'est ça aussi. Quand je travaille, je parle beaucoup de mon ami Mathieu, mais on s'en sert. Puis c'est comme un troisième coéquipier Ouais. Ouais. bizarre C'est un assistant. qui nous amène des Ouais. fois des réponses. OK, c'est beau. Merci. OK. Voilà. Ouais. Il faut interrompre, là, mais c'est peut-être. Mais on veut l'avoir, on va prendre le temps de l'écouter. C'est quoi la réponse que ChatGPT Ben, donne? écoutez, parce que là, on a parlé Ouais. beaucoup, mais lui, comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer l'efficacité et l'optimisation des processus logistiques? Il va parler de prévision de la demande, optimisation des itinéraires, gestion des entrepôts, planification du réseau logistique, suivi traçabilité des produits, optimisation du processus de chargement, prédiction des défaillances et maintenance privée. Il y en a 4 là-dessus dont on avait parlé au moins. Là. Ouais. J'ai dit ça vite. Ouais. Puis le reste, c'est quand même des sujets qui sont abordés C'est dans tout un à fait contexte de vrai. recherche opérationnelle. Mais ce que je remarque encore là, c'est qu'il met dans l'IA des choses qui relèvent de la, comme tu dis, La recherche opérationnelle, C'est ça que tu viens de c'est dire? J'étais prêt à répondre, je n'ai pas écouté ce que... Je m'excuse. Quels sont les avantages de l'utilisation de l'apprentissage automatique et de l'analyse prédictive de la logistique? Qualité de données, interprétabilité des modèles, intégration des systèmes, sécurité des données. On va vite un peu. Là. Comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à la gestion des stocks? Ça va ressembler beaucoup à la réponse de tout à l'heure. Mais quelles sont les implications éthiques Ouais. et les considérations de confidentialité? Protection des données personnelles, biais algorithmiques. Ça serait intéressant de réfléchir à ça. Oui. Transparence et explicabilité, consentement et confidentialité. OK? Mais lui, il est comme un robot, là, comme dans les films de robots qui nous amène à un raisonnement. Puis, OK, c'est pas toi qu'on irait faire parler au client. J'imagine que c'est pas lui que vous auriez voulu en entrevue. Non. mais il contribue à notre raisonnement puis à nous faire peut-être faire le tour du jardin de façon plus complète. Puis juste ça relancerait un prochain podcast. C'est spécial. Hein? Clairement. Merci beaucoup. Merci, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci, Sylvain.